Salut Stéphanie. Salut Marc. Merci d'être là Stéphanie. Tu es vétérinaire à la campagne, tu viens de Bourgogne, tu es la présidente de la SNGTV. En gros, c'est une asso de confrères, de consoeurs vétérinaires et toi tu bosses surtout à la campagne. Donc les vaches, tu les vois passer depuis 25 ans et tu es une interlocutrice de la filière, du ministère et des 1000 autres parties prenantes de cette affaire de dermatose nodulaire contagieuse. Qu'est-ce que vous faites au sein de cet asso ? Au sein de cet asso, on essaie de développer une technique toujours meilleure chez les vétérinaires ruraux, en faisant de la formation, en participant à de la recherche avec les organisations agricoles. On fait avancer le métier et on transmet ce savoir. Avant d'en venir à la DNC, qui occasionne beaucoup de débats, beaucoup de tensions en France, là en ce moment, fin 2025. Et je suis très content de t'avoir. Déjà, la première chose que je voudrais faire, Stéphanie, c'est te remercier. On voudrait, je pense, tous les deux rendre hommage à celle qui nous réunit aujourd'hui. On a une amie commune qui s'appelle Manaïque de Kersozon, qui est aussi vétérinaire, qui t'a indiqué que je cherchais quelqu'un pour répondre à des questions pressantes sur c'est quoi cette DNC, et surtout, on voit bien qu'il y a une grosse opposition en France. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un spécialiste. J'ai envie de démêler le vrai du faux. Il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup étonné dans ce qui a été dit, y compris de la part de certains de tes confrères. Et donc, tu es là, en tant que spécialiste, pour répondre à des questions pressantes et encore une fois démêler le vrai du faux sans être partisane. Tu es là en tant que professionnelle. Est-ce que jusque-là le menu te va bien ? Ça va nickel. Avant qu'on aborde ces débats pressants, je voudrais quand même présenter un peu ta profession et l'élevage, et plus précisément l'élevage de vaches en France. Je commencerai par dire qu'en France, j'ai vérifié, vous êtes en 2025 21 500 vétérinaires qui se subdivisent. Alors, vous faites tous un peu de tout. Sur les 21 500, il y en a 12-13 000 qui sont des praticiens, comme toi, alors qui s'occupent d'animaux variés. Ça peut être effectivement des animaux de rente, comme les vaches, les chevaux, les chèvres, les moutons, etc. Et ça peut être les animaux que moi j'appelle canapés, qui sont les animaux de compagnie, chiens, chats. Donc, en gros, donc là j'ai dit qu'il y en avait 21 500 en tout. Si je suis bien informé, il y en a 12-13 000 qui sont praticiens et le reste, le delta, les 7-8 000, sont dans des bureaux. Ils ne sont pas praticiens. Dis-moi juste, au sein des 12 000 dont je viens de parler, en gros, c'est quoi la proportion chien-chat d'un côté et vaches et animaux de rente de l'autre ? Alors, c'est pas très facile à décrire parce que, en général, tous ceux qui sont à la campagne font un peu de tout. Donc, il y en a 5 000 qui déclarent une activité auprès de ce qu'on appelle, nous, les animaux de rente, les animaux qu'on élève. Ça, c'est environ 5 000. Il faut mettre à part les équins, puisqu'il y a pas mal d'équins qui ne font que ça, que les chevaux. Dans les mixtes qui ont une activité significative auprès des animaux de rente, on est environ 3 000. Ok, donc il y a quand même beaucoup plus de vétérinaires qui font les chiens et les chats, pour le dire simplement, que des spécialistes qui s'occupent des animaux d'élevage. Encore une fois, il y a les animaux de compagnie, chiens, chats, et il y a les animaux de rente. C'est un terme qui me fait froid dans le dos, au passage. Rente, ça veut dire qu'ils sont là pour être rentables. On parle d'argent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en élevant ces animaux, oui. Alors, 21 500 vétérinaires dont tu es une des représentantes. Encore une fois, merci d'être là, d'oser être là. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un dans toutes les sphères. À l'heure où je parle, il y a beaucoup de tes collègues qui se font insulter, certains tabasser, d'autres, leur cabinet se fait dégrader. Enfin, il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Donc, il y a beaucoup qui m'ont dit non ou même qui m'ont pas répondu. Après les vétérinaires, je parle un peu des vaches. En France, en tout, il y a 17 millions de bovins. Tu me fais oui de la tête. Et qui, en matière de vaches, se divisent en deux grandes catégories. Il y a les vaches laitières, 3,3 millions, et les vaches allaitantes, 3,4 millions. Ces vaches allaitantes, pour qu'elles puissent allaiter, elles sont sans arrêt aussi en train de produire des veaux qui deviennent des broutards, c'est le terme consacré, et la France, en 2025, est la première exportatrice du monde de broutards. On a effectivement une filière d'élevage bovine qui est la plus importante d'Europe. 1 million de broutards par an qui sont exportés. Voilà. C'est des chiffres qui sont importants pour la suite, dans ce qu'on va expliquer, des précautions qui sont prises ou pas par rapport à ce qu'on est en train de dire. Tout à fait. Donc notre pays élève des bovins et a le premier cheptel d'Europe, le plus gros. Et surtout, effectivement, on a la particularité d'avoir une grosse activité d'export de bovins vivants. Donc effectivement, il y a les broutards qui, eux, sont destinés à produire de la viande. Ouais. Mais il y a aussi l'export de notre génétique qui est reconnu dans le monde entier. Donc on exporte des animaux vivants qui deviennent à leur tour des reproducteurs dans d'autres pays. Ouais. À l'heure actuelle, comme j'ai dit, il y a 1 million de broutards qui sont exportés chaque année depuis la France. Pour être tout à fait précis, un broutard, c'est un veau qui a entre 4 et 15 mois.
Je vois que tu fais oui de la tête. J'ai fait des petites recherches sur la valeur maintenant. Alors, j'ai trouvé des chiffres en dollars en 2024 d'exportation de ce que je suis en train de dire. La France exporte pour presque 2 milliards de dollars. Elle est donc la première du monde. Juste derrière, il y a étonnamment le Canada, pratiquement un tout petit peu moins. Ensuite, quasiment 2 fois moins, il y a le Brésil. Ensuite, quasiment à égalité avec le Brésil, il y a le Mexique. On est autour de 800 millions, 2 fois moins. Et derrière, il y a l'Australie, c'est encore moins, etc. Bon, c'était juste pour donner un peu le trio. Les États-Unis sont loin derrière, ils sont encore derrière l'Australie, d'après mes chiffres. Non, c'est hyper intéressant en fait. Par contre, dans les 2 milliards, dans le chiffre que tu as trouvé, est-ce que c'est juste l'exportation d'animaux vivants ou est-ce que ça inclut le lait? Parce que c'est énorme dans la filière. Non, là je parle de l'exportation de bovins vivants. D'accord. Donc il ne faut pas oublier aussi l'exportation de lait, Ah oui, c'est en plus. de fromage. Bon, après, si on sort des bovins, c'est encore autre chose. Ce que tu dis est important parce qu'il n'y a pas que les animaux vivants qui comptent, il y a la viande, il y a les autres produits. Exactement. Et notamment le lait qui représente un marché colossal. Et si on a cette activité-là d'exportation qui est aussi forte, c'est parce qu'on a de longue date un cheptel, donc une fois de plus, dont la qualité génétique est reconnue, mais aussi dont la qualité sanitaire est une des meilleures du monde. Alors moi ces chiffres, je voulais savoir à peu près effectivement combien il y avait de vétérinaires en France. C'est une profession qui fait rêver mais qui est de plus en plus difficile. Peut-être qu'on trouvera le temps d'en dire un mot. Là notre focus aujourd'hui c'est quand même la DNC, comprendre ce qui se passe et étrangler 2 ou 3 idées reçues quand même, parce que moi j'ai entendu tout et n'importe quoi, y compris de la part de certains de tes confrères consoeurs. Tu me fais oui de la tête. Il était important de donner ces chiffres pour expliquer l'importance de cette filière des broutards. On vient de voir que la France est la première dans le monde, que ça représente des sommes d'argent énormes. Et ça va et ça doit éclairer le reste de ce qu'on va dire. J'insiste un tout petit peu quand même sur le lait parce que, contrairement à ce que les gens pensent, si nous perdions notre statut sanitaire, alors prenons une autre maladie par exemple, en termes de tuberculose bovine, le marché du lait s'effondre. Ça sera la même chose avec la DNC. Donc il faut bien l'inclure dans les pertes. Aujourd'hui, le Canada, par exemple, ne veut plus importer de lait et de fromage de France, que ça vienne d'une zone touchée par la DNC ou d'une zone indemne. Donc on a une réaction de nos partenaires et qui ne concerne pas que les bovins vivants. Qui est surréaliste, mais en la matière... Non, qui n'est pas fondé en termes de risque, effectivement. Le lait d'un animal malade ne sera pas contaminé. Alors, ça peut être contaminant le lait pour le veau, par exemple, le lait d'une vache malade, parce qu'il en boit de grandes quantités. Une fois qu'on a dilué le lait dans des tanks, puisqu'on mélange le lait des vaches, le portage devient, enfin la quantité de virus est tellement diluée que ça ne représente pas une matière infectieuse dangereuse. Donc ça a été bien caractérisé. Si on le pasteurise ou si on le thermise, c'est terminé, il n'y a plus de virus, quoi. Donc ça, on sait l'éliminer du lait. Néanmoins, la peur de cette maladie est telle dans le monde que ça également... ça peut nous couper les marchés, y compris dans ce domaine-là. Et là, on en rajoute des milliards. Oui. Je pense qu'on a besoin d'une petite mise en contexte, contextualisation, grâce et avec toi, de ce qui se passe autour de la DNC. Je voudrais un peu parler de cette maladie. Elle vient de faire irruption en France après l'Italie, si je ne dis pas de bêtises. L'infection a commencé en Savoie dès fin juin dernier. Tu me fais oui de la tête. À l'heure où je parle, nous sommes le 19 décembre 2025. On est à quelques jours de Noël. Il y a à peu près 3000 bovins qui ont été tués, abattus en France. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait 17 millions en tout de bovins. Là, il y en a 3000 qui ont été abattus. La colère gronde, alors surtout dans le sud-ouest, si je ne dis pas de bêtises, un peu en Occitanie aussi. C'est ça le tableau. J'aimerais que tu me dises un mot sur la DNC, c'est dermatose nodulaire contagieuse. Est-ce que tu commences par nous rappeler qu'elle vient d'Afrique, si je suis bien informé? Explique-nous un peu ce qu'il faut savoir de cette maladie, la DNC, dermatose nodulaire contagieuse. C'est quoi? Elle vient d'où? Combien d'animaux en meurent quand elle est dans un troupeau, etc. Alors, donc c'est une maladie qui est apparue en Afrique et qui s'est étendue avec le temps sur une bonne partie de l'Asie, de l'Est du continent européen, en Russie. Elle est en Mongolie, donc elle est extrêmement répandue. L'Europe était indemne jusqu'à présent. Il y avait eu un épisode qu'on appelle l'épisode des Balkans en 2015-2016 qui venait de la Turquie via la Grèce, puisqu'elle est jusqu'en Turquie et elle est dans les pays de l'Est qui ne font pas partie de l'Union européenne. Ce qui change pour nous, la pression, c'est qu'elle est arrivée en 2024 dans le Maghreb. Jusqu'à présent, elle n'y était pas arrivée. À la faveur du réchauffement climatique, tu penses ? Alors,
Les vecteurs qui sont impliqués dans cette maladie peuvent effectivement pulluler à la faveur du réchauffement climatique. Néanmoins, ce sont des vecteurs qu'on connaît bien, en tout cas chez nous, depuis longtemps. Ils ne sont pas plus récents. On peut penser que la pullulation favorise ces populations de vecteurs. On n'a pas dit un aspect très important de la DNC, c'est qu'elle est transmise par des grosses mouches. Donc d'un côté, il y a tous les tabanidés, c'est-à-dire en gros la famille des tans, T-A-O-N, qui sont des insectes piqueurs. Et dans les étables, et ça c'est ta collègue Manek de Kersauzon qui m'a expliqué ça, il y a aussi des mouches célèbres qui vivent dans les étables qui s'appellent les stomox. En Afrique, il a été démontré qu'elle pouvait être transmise par ces insectes piqueurs, mais probablement aussi par certains moustiques et de façon démontrée par certaines espèces de tiques. Chez nous, nous n'avons que les tans et les stomox qui à ce jour disséminent la maladie. L'épidémiologie, ce qu'on a observé dans la dissémination des foyers, confirme que pour l'instant, seuls les tans et les stomox sont concernés. Pour les spécialistes, la DNC, elle est causée par un pox virus à ADN. On sait qu'il y a des virus à ADN, d'autres à ARN. Bref, donc c'est un virus de la famille des poxviridae. C'est une maladie à déclaration obligatoire pour l'OMSA. On le sait peu, mais il y a aussi une OMS pour les animaux, une organisation mondiale de la santé animale. Donc c'est une maladie qu'il faut déclarer. Tous les agriculteurs là en ce moment en France qui auraient la mauvaise idée de ne pas déclarer la maladie et de continuer à faire bouger des bovins de droite à gauche risqueraient une très forte amende. Tu me fais oui de la tête. Donc voilà, et on n'a pas dit aussi que la DNC, elle provoque de fortes fièvres, des nodules, c'est-à-dire en gros des grosses boules à la surface de la peau, une très grande souffrance chez les animaux, et ça altère toute leur vie. Leur lactation, le fait qu'elles soient enceintes ou pas. C'est peut-être le moment que tu nous dises que la mortalité est de 10% pour cette maladie et la morbidité de 40 à 90%. Est-ce que tu peux expliciter ce que je viens de dire ? Donc la dermatose nodulaire, c'est une maladie contagieuse qui est liée à un poxvirus, qui va se transmettre d'un animal à l'autre, soit par des piqûres de tans ou de stomox qui se comportent un peu comme des aiguilles, c'est-à-dire qu'on peut avoir la même transmission en piquant par exemple des animaux sans changer d'aiguille d'un animal à l'autre. Et puis il y a également une contagion directe, donc via le léchage, via le lait de la mère pour le veau, via aussi les scories, c'est-à-dire elles font des nodules, la peau devient infectieuse et donc dans ces nodules et dans le milieu extérieur, le virus peut survivre plusieurs semaines. C'est quoi un nodule ? C'est une boule ? Voilà, c'est une boule qui se forme sur la peau. Donc quand les vaches sont atteintes, après une incubation qui est relativement longue, qui va de 4 jours à 5 semaines, la vache va, dans un certain nombre de cas, et pas dans tous les cas, c'est bien notre problème, développer des symptômes visibles. Donc ça va commencer par des écoulements des yeux, du nez, de l'hyperthermie, donc de la température, une baisse de lait, et puis au bout de 7 à 10 jours, un certain nombre d'entre elles vont présenter donc des grosseurs sur la peau, ça c'est ce qui est facilement visible. Il faut pas oublier qu'il y en a qui se forment à l'intérieur aussi, sur les muqueuses, et qui vont gêner l'appareil respiratoire, l'appareil digestif. C'est dans ces nodules principalement que se concentrent les virus qui expliquent que ces animaux sont extrêmement contagieux. Les animaux qui, eux, ne développent pas de symptômes, qui ont été infectés, chez qui le virus donc, va incuber un certain temps, et qui ne développent pas de symptômes, ne sont pas détectables, portent moins de virus. Pour autant, de façon démontrée, ils sont également contagieux. Ils participent à la contagion de la maladie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une maladie qui a 10% de taux de mortalité. Ça veut dire qu'en gros, en moyenne, cette maladie tue un animal sur 10. Et la morbidité, elle est de 40 à 90%. Ça veut dire que là où il y a le virus, 40 à 90% des animaux le chopent et développent la maladie. C'est ça que ça veut dire, la morbidité ? C'est ça que ça veut dire. Alors, pourquoi on trouve autant de chiffres et cette bataille des chiffres un peu partout ? C'est parce que ces chiffres sont issus des compilations d'études différentes qui sont faites sur des races différentes, dans des pays différents, qui peuvent être soit naïfs, c'est-à-dire le virus arrive pour la première fois, soit endémiques, c'est-à-dire que le virus est installé et donc à ce moment-là, on a des cycles de la maladie. Et donc, en fonction de l'état sanitaire des animaux, de la race, du statut de la zone, le nombre d'animaux qui vont tomber malades à un instant donné peut varier. C'est pour ça qu'on a ces chiffres aussi variables de 40 à 90%. Ce qu'on a observé, ce que disent les confrères qui ont observé les premiers cas des Savoies et les premiers cas du Doubs, où il y a eu un temps de latence finalement entre la détection des symptômes et la confirmation de la maladie, c'est que chaque fois qu'on a laissé passer les jours,
le nombre d'animaux qui tombaient malades était spectaculaire. Et dans ces premiers foyers, on a eu 70% par exemple. Si on veut parler d'un chiffre objectif en France, dans les foyers qui ont eu le temps d'évoluer un petit peu en France, on est arrivé à 70%. Tu parles des Savoies. Morbidité. Je parle des Savoies et du Jura. C'est par là que le virus est arrivé. Hein. Donc pour être tout à fait clair, la DNC, elle a commencé à s'étendre à partir des années 2000 au Moyen-Orient, puis vers le sud-est européen. Et elle est devenue émergente en Europe en 2015, juste pour être tout à fait clair. Premier cas repéré en Grèce, en Bulgarie et dans d'autres pays des Balkans. Et pour être tout à fait précis, en France, le premier cas a été diagnostiqué le 29 juin 2025, cette année, en Savoie. Pour être tout à fait complet, tu me regardes en souriant, la première épizootie, elle a eu lieu en Zambie en 1929. C'est là que tout a commencé. En tout cas, ça a été remarqué. Et de là, elle a fini par affecter tout le bétail du continent africain et même de Madagascar. Et donc, elle a touché l'Afrique puis l'Asie à partir des années 2000. C'est ce que tu me disais. Je m'arrête là pour le contexte général. Un point qui est peut-être à creuser, j'ai pas la réponse. Hein. Par exemple, pour le Schmallenberg qui nous a infectés il y a quelques années, comment elle apparaît, cette maladie, en 1920 en Afrique là ? Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on défriche des zones où il n'y avait jamais eu de bétail. Et finalement, des virus qui vivaient dans la faune sauvage sans avoir d'impact particulier sont mis en contact avec le bétail pour la première fois. Ouais. Donc c'est l'activité humaine qui... Alors à vérifier si c'est vrai pour la dermatose, mais c'est comme ça qu'elles émergent, ces maladies. C'est quand d'un seul coup, un virus va rencontrer le bétail. Pour en revenir à la France, donc c'est apparu en Savoie fin juin 2025. Et c'est là qu'on va commencer à parler de ce qui est fait et de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est là qu'on va enfin se retrousser les manches avec toi. Ce qui a été décidé là depuis l'arrivée en Savoie, c'est que à chaque fois qu'il y a un foyer, il y a une zone de restriction de 50 km qui interdit tout mouvement d'animaux autour d'un foyer. C'est-à-dire, en gros, tu as une ferme quelque part, à 50 km à la ronde, tout mouvement d'animaux est interdit. La première question que j'ai envie de te poser, c'est, on a ça depuis fin juin, comment ça se fait qu'il y a des animaux qui sont arrivés dans le sud-ouest malgré ce protocole ? Ah, mais personne n'a dit que le sud-ouest avait été infecté via la Savoie. Ok, mais ma question c'est, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Enfin, tu vois, comment... Alors, je te donne en vrac, tu prendras ce que tu veux. Ouais. Donc, les mesures, elles n'ont pas été décidées le 29 juin. Les mesures, elles ont été décidées depuis bien longtemps dans le cadre de la LSA et elles sont issues... C'est quoi la LSA ? La loi de santé animale, qui est donc entrée en vigueur en 2022, qui est l'aboutissement de réflexions de plusieurs années des spécialistes des pays européens et qui ont classé les maladies animales réglementées, c'est-à-dire c'est pas l'ensemble des maladies animales, c'est celles dont on s'occupe de façon collective, et ils les ont classées pour tenir compte de leur dangerosité pour l'application des mesures. Ça veut dire que une maladie qui est classée A, comme la dermatose nodulaire, est classée là parce qu'elle est très dangereuse et est assortie de mesures sévères. Une maladie moins dangereuse sera dans un classement plus bas et assortie de mesures moins sévères. Donc ça a été réfléchi très en amont. Ce diamètre de 50 km, il est issu des études qui ont été faites par l'EFSA suite à l'épizootie des Balkans, et elle correspond en fait à un risque faible, qui n'est pas nul, mais qui est très faible, d'échappement de la maladie au-delà de ce rayon. C'est quoi l'EFSA ? C'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Donc, ce rayon de 50 km est issu des études qui ont été faites suite à l'épizootie des Balkans. Il correspond à une sécurisation qui est jamais de 100%. En ce qui concerne les foyers du Sud, on a deux solutions, on en a même plusieurs. Soit il y a eu des mouvements illégaux, ce qui n'est pas impossible, puisque une fois qu'on a interdit les mouvements, on ne met pas un gendarme derrière chaque vache. Donc il y a pu avoir des mouvements illégaux. Mais il y a aussi pu avoir des mouvements plus anciens, puisque ce virus, en fait, il peut être inapparent un certain temps. Le temps que les animaux incubent, le temps que la charge virale devienne assez importante pour avoir ces fameux nodules. Tu as dit jusqu'à 5 semaines. Oui, mais en fait, si un animal est contaminé avec une faible charge de virus, le virus va se multiplier dans cet animal sans forcément provoquer de symptômes. Par contre, une mouche va piquer cet animal, va injecter un deuxième, une charge virale plus forte. Cette charge virale plus forte va incuber dans l'animal, et ainsi de suite. On peut avoir plusieurs cycles de réplication, d'incubation, avant d'arriver à une charge suffisamment élevée pour avoir le déclenchement de symptômes. Ce qui veut dire que là, et c'est une des choses qu'on craint dans cette maladie, c'est qu'elle peut mijoter de façon inapparente pendant un certain temps. Et que si on ne se fie qu'aux animaux qui ont des nodules, à ce moment-là, on n'écrète que le haut de l'iceberg. Donc, on a pu avoir des mouvements de bonne foi, notamment vers le Jura,
de zones non encore bloquées et qui ont emmené la maladie qu'on n'a pas vue au début. Il y a une autre voie qui est possible, c'est que la maladie est apparue en Espagne, quelques jours avant qu'on la retrouve dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales. Et elle était déjà en Italie. Alors, au mois de juin, elle était en Italie. Ouais. Ça, elle était détectée. Ouais. Elle est probablement, même si on n'en a pas la preuve formelle, passée de Lombardie en Savoie. Elle est probablement, ça paraît logique au vu des liens entre les régions, passée de Savoie au Jura et au Doubs. En revanche, elle est arrivée en Espagne par une voie qu'on ne connaît pas. Alors, est-ce que c'est depuis la Savoie ? Est-ce que c'est depuis la Lombardie ? Est-ce que c'est encore une autre voie de contamination ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est possible, c'est que les cas qu'on observe dans les Pyrénées-Orientales proviennent, eux, d'Espagne et non pas des Savoies. Puisqu'il y a une proximité dans les montagnes entre les vaches espagnoles et les vaches françaises. Alors, en toute logique, si tu veux, on a ce qu'on appelle une unité épidémiologique au sens large du terme, qui est représentée par les Savoies, le Jura et le Doubs. Ça, logiquement, ça fonctionne ensemble, de ce qu'on sait, de comment fonctionnent ces régions ensemble. L'unité épidémiologique qui est dans le sud-ouest, c'est une autre unité épidémiologique. Et il ne faut pas regarder tout à l'échelle de la France et faire un grand gloubi-boulga et se dire que la maladie nous échappe et qu'elle court partout. On a des systèmes d'unité épidémiologique qui, a priori, sont différents. Donc, pourquoi est-ce que ça perle le long des Pyrénées ? C'est probablement qu'avant qu'on détecte la maladie, il y avait eu ces fameux mouvements de bonne foi d'animaux apparemment sains qui expliquent que ça a perlé parce que les vaches, elles passent les frontières des départements. Les gens, ils ont des prés, ils vont en estive d'un bout de l'autre. Donc les vaches se promènent et elles ont pu se promener avant qu'on lance l'alerte. Ça, c'est possible. Stéphanie, je te propose qu'on s'arrête là dans ce premier épisode où on est rentré doucement dans notre sujet. Dans le prochain, je vais te poser la question qui fâche. Est-ce que ce que fait le gouvernement, conseillé par toi et tes collègues, c'est-à-dire cette politique d'abattage, pour faire simple, qui paraît extrêmement cruelle, tu ne vas pas répondre maintenant, mais je vais te poser la question, tu vas me dire oui ou non, et ensuite tu vas expliquer pourquoi, ça c'est dans le prochain épisode. Je te retrouve très vite Stéphanie, merci d'être là, salut. Salut Marc. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Hello Asso ou sur Tipeee. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.